Lutter contre la tuberculose, un enjeu de santé publique, c'est le thème de cette nouvelle émission Santé Plus. Bonjour Bernard. Bonjour Christine. Avec nous, Alicia Castro-Gordon, vous êtes médecin interniste à l'hôpital Bicêtre à PHP, donc à côté de Paris. Et vous êtes également un ancien médecin sans frontières. Vous avez été sur le terrain, vous avez exercé en Afrique. Et nous allons maintenant parler avec vous de tuberculose. Et pourquoi cette maladie? Parce que c'est le thème de l'émission, cette maladie infectieuse, la tuberculose, est-elle toujours un enjeu de santé publique? Bonjour d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et en fait, la tuberculose continue à être quand même un enjeu de santé publique numéro un. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est la maladie meurtrière numéro un au niveau infectieux. Du coup, elle produit plus de morts que les VIH, SIDA et que des autres maladies infectieuses. En France ou en général? En général. On parle toujours là des données de l'OMS, de WHO, qui sont des données qui sont à échelle mondiale. Bien sûr, en France et dans des endroits pays du Nord, les choses sont un peu différentes. Mais moi, j'aime beaucoup parler de global. Et en fait, il y a eu, déjà, ça a été toujours numéro un pendant plusieurs années. Effectivement, avec le Covid, tout ça a été un peu chamboulé. Mais d'ailleurs, l'impact du Covid-19 sur l'épidémie de la tuberculose a été très, très terrible. Parce qu'en fait, pour la première fois depuis 2005, les cas de mort de tuberculose ont augmenté. Chose qui n'était pas le cas. On avait quand même arrivé à diminuer le numéro de cas et le numéro de morts. Et ce sont des informations qui sont très inquiétantes. Et comment ça s'est produit, ce rapport entre Covid et tuberculose? C'est comme partout, même par exemple par le VIH, etc., c'est un problème d'accès aux soins. D'un côté, il y a des problèmes de financement, des projets qui se sont bloqués, et après un accès aux soins qui ont été bloqués à cause du confinement. Donc il faut savoir que comme la tuberculose, c'est une maladie qu'il faut faire beaucoup de dépistage et qu'il faut vraiment chercher tous les cas contacts, etc. Et dans des endroits avec ressources limitées, ça a été très très dur. Du coup, il y a quand même aussi des données qui montrent que d'habitude, on a toujours des données qui sont un peu en décalé. Les dernières données, c'est 2020-2021. Mais on voyait déjà aussi un chiffre qui a diminué énormément des nouveaux cas qui sont découverts. Du coup, ils sont diminués de 7 millions à 5,8. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de cas qui existent, qui sont là, mais qu'on n'a pas été capable de retrouver et de diagnostiquer. Et pourtant, il y a des antibiotiques depuis des années. Il y a le BCG qui est le vaccin qui protège logiquement contre la tuberculose. Et comment ça se fait que c'est un problème d'accès à ces médicaments, de résistance aux antibiotiques ou de manque de vaccination? Comment ça se fait que ça augmente? En fait, en général, c'est comme toutes les choses un peu complexes, c'est multifactoriel. Du coup, d'un côté, il y a clairement les traitements antibiotiques pour la tuberculose sont des traitements qui sont très efficaces. Mais il faut se rappeler que ce sont des traitements qui sont très longs, qui sont un peu pénibles. Du coup, c'est vraiment difficile d'accrocher les gens aux soins, de faire un traitement qui soit complet. Et effectivement, bien sûr, il y a les vaccins, qui, comme vous savez bien, ça protège des formes graves, surtout pour les enfants, mais avec une efficacité qui est un peu douteuse dans l'adulte. Ce n'est pas un vaccin très, très performant. Du coup, c'est un vaccin qui a 100 ans et il faudra quand même évoluer et trouver des autres options. Mais surtout, je pense que ça qui est très, très important de savoir par rapport à la tuberculose, c'est que c'est une maladie qui, les traitements, c'est long. Du coup, avoir un diagnostic de tuberculose va faire qu'on est accroché aux soins, qu'il faut voir le médecin ou l'infirmière ou la personne en charge des traitements pendant 6 mois. Et du coup, les gens ont du mal à pouvoir tenir au long cours les traitements. Et du coup, par exemple, notamment en Afrique, au sud-est asiatique, dans des endroits où on a une pénurie d'accès aux soins et on peut avoir à disponibilité les traitements et après avoir une rupture pendant quelques mois dans des zones d'instabilité, de guerre. Effectivement, ça, beaucoup plus, bien sûr. Mais de façon normale, on peut avoir des pénuries de certains types de médicaments, etc. Du coup, ça fait que ça soit difficile de bien finir les traitements. Et après, il faut compter que plus souvent, on dit toujours que d'une personne qui est infectée de la tuberculose, il est capable de contaminer jusqu'à le moment de son diagnostic entre 10 et 15 personnes. On se fait déjà une image de que, voilà, quand on détecte un cas, il faut faire un gros travail de chercher les gens qui habitent à côté, etc. Quelle est la situation de l'épidémie, enfin de la pandémie de tuberculose en France
en ce moment? En France, on continue à avoir pas mal de cas. La distribution, c'est un peu inégal, notamment en Île-de-France, c'est là où on a le plus de cas. Aussi en relation avec beaucoup de gens qui viennent d'Afrique ou qui passent des longs séjours en Afrique. Qui sont contaminés, qui arrivent contaminés ou qui se contaminent ici? Oui, qui arrivent contaminés d'Afrique, mais aussi qui sont peut-être en cas de tuberculose qui arrivent en France et qui finalement finissent pour contaminer leur entourage. Et après, des propres contaminations en Île-de-France. Quels sont les premiers signes de la contamination? Normalement, c'est des signes qui ne sont pas très, très florides. C'est pour ça aussi qu'on peut traîner un petit peu de temps jusqu'à qu'on voit les médecins. Et notamment, c'est un peu de fièvre, mais ce n'est pas la grosse fièvre. C'est des petites fébricules comme ça, de fatigue, de perte de poids, des sueurs nocturnes, de tout. Mais c'est vrai que ça peut être un peu... Les signes peuvent être pas très, très florides. Du coup, ça peut dire qu'on peut être peut-être 2, 3, 4 semaines. On se dit, bon, ça va, j'ai une petite chose, on ne bave pas forcément au médecin. Et elle s'attrape comment? Parce que c'est une bactérie, donc comment c'est qu'en toussant, on la transmet comme ça? C'est des gouttelettes, et du coup on la transmet avec les gouttelettes, avec les crachats, avec les toux, avec le fait d'éternuer. C'est comme la Covid comme transmission ou pas du tout? C'est pas exactement la même chose, c'est une transmission qui est un peu plus compliquée. On ne va pas l'attraper pour croiser quelqu'un dans le métro. Il faut vraiment être plusieurs heures ensemble dans le même endroit. C'est pour ça que notamment les ambiances où il y a beaucoup de monde qui habite dans le même foyer, de gens qui sont souvent des gros groupes, il y a une incidence qui est plus grande. Il y a beaucoup plus de possibilités d'être contaminé. Et vous, dans votre hôpital, comment vous prenez en charge les cas de tuberculose? Normalement, nous, quand on a une suspicion de tuberculose, déjà au niveau des urgences, on fait un isolement du patient. Et il y a des masques un petit peu spéciaux spécial là on connaît, parce qu'après le Covid on connaît tout le FFP2, donc on utilise un type de masque qui est un peu plus puissant pour protéger toutes les équipes, et bien sûr le patient il est un peu isolé dans une chambre individuelle jusqu'à qu'on sache s'il peut contaminer ou pas, parce que pas toutes les gens qui ont de la tuberculose sont capables de contaminer les autres. Donc ça dépend de la charge de bactéries qu'on a au niveau pulmonaire. Et l'obligation du masque, là, pendant toute cette période de Covid, est-ce que ça a diminué les cas de tuberculose? Ça a eu une influence ou pas du tout? Normalement, les masques chirurgicaux n'empêchent pas les contaminations. C'est vrai que ça peut freiner un petit peu justement les gouttelettes qui produisent les patients infectés. Et quand on a la tuberculose, pour un patient qui vient chez vous, il est tout de suite traité, je suppose, sous antibiotiques. Et lui, il doit s'isoler pour éviter de contaminer les autres, mettre un masque FFP2. Normalement, eux, ils restent dans leur chambre avec un masque chirurgical. Et c'est le reste des gens qui sont autour qui se protègent avec un masque FFP2. Il reste combien de temps à l'hôpital et quand est-ce qu'il rentre chez lui? Comment ça se normalement, d'abord, ça dépend parce que la tuberculose, il peut toucher un peu tous les organes. Donc, il a les formes pulmonaires qui est la plus habituelle, que c'est celle qu'on connaît le mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des formes qui sont ganglionnaires, abdominales, etc. Et du coup, là, on n'a pas cette toux qui fasse disperser les bacilles et du coup, ce n'est pas contaminant. Du coup, c'est sûr qu'on garde les patients pendant le temps qu'ils produisent les bactéries. Et pour ça, nous, on fait cracher la personne et on regarde dans les crachats s'il y a encore des bacilles qu'on peut détecter. Et tant que le patient il est toujours contaminant et il produit beaucoup de bacilles, il faut absolument qu'il soit isolé. Donc, en général, nous, on le garde en hospice s'il faut. Et sinon, il y a après des autres endroits, des centres un peu spécialisés dans la prise en charge de tuberculose qui peuvent prendre en charge des gens avec de la tuberculose pendant des semaines ou des mois s'il faut. Et en général, quand on démarre assez rapidement les traitements, rapidement on arrive à nettoyer cette charge de bactéries dans les sputum et du coup on devient plus contagieux. Et là, effectivement, on peut sortir. Il faut toujours faire un peu attention, mais on est censé ne pas plus contaminer les gens comme ça avec les crachats et les gouttelettes. Et alors vous avez une grande expérience africaine aussi avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières, pardon. Je me trompe toujours. Il y a deux chapelles opposées. Et donc, est-ce que, en ce qui concerne la tuberculose, depuis que vous avez commencé à exercer ce métier, vous avez senti une évolution vers le mieux ou vers le moins bien en Afrique? En fait, disons que mon expérience particulière à Médecins sans frontières, c'est un peu particulière parce qu'on est toujours dans une zone de conflit
où vraiment l'État est un peu submergé, et du coup, avec des accès aux soins qui est extrêmement compliqué, avec des problèmes aussi de guerre civile où on est évacué rapidement, etc. Du coup, ce n'est pas les meilleurs endroits pour avoir un feeling de quelle est la prise en charge habituelle. Et je pense que le problème, entre guillemets, de la tuberculose, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouveaux traitements. Bon, il y a des choses qui marchent un peu, etc. On a quand même beaucoup d'options pour traiter. Mais ce n'est pas autant le problème des traitements qui restent, comme j'ai dit, très efficaces quand on les prend bien. Pour moi, c'est toujours une barrière à l'accès aux soins et de compléter les 6 mois de traitement. C'est plutôt ça qui, je trouve, est l'enjeu pour améliorer un petit peu et aussi faire tout le dépistage de l'entourage. Parce que si on traite une personne, mais tous les gens qui sont autour ne sont pas bien dépistés, bah, eux-mêmes, ils vont contaminer les autres et du coup, on voit bien qu'on finisse pour avoir beaucoup de cas. Et donc, je vous propose que vous parliez justement du fait qu'il n'y ait pas de nouveaux traitements depuis un moment. Il me semble que le dernier, c'était 2014. Peut-être je me trompe, il y en a peut-être eu depuis. Mais... Il y a des choses nouvelles qui se passent. Il y a toujours beaucoup de recherches, parce que ça reste quand même une maladie qui intéresse encore beaucoup aux infectologues. Et il y a des nouveautés. Surtout, il y a des nouveautés assez récentes dans le champ, surtout de la tuberculose multirésistante. Parce qu'en fait aussi, disons que tous les efforts qu'on fait de recherche vont aussi pour les choses qui posent plus de problèmes. Parce que si en soi, les traitements standards de la tuberculose qu'on a depuis longtemps marchent, et on ne peut pas proposer quelque chose qui soit plus court, il y a des essais qui essayent de voir est-ce qu'on peut faire un peu moins de temps, que ça ne soit pas 6 mois, etc. Les côtés de la tuberculose un peu standard sensible, c'est plus pour comment est-ce qu'on peut améliorer cette adhésion au traitement. Et après, il y a tous les côtés de la tuberculose multirésistante, qui est un gros enjeu. Qui résistent au traitement, c'est ça. Exactement, c'est les tuberculoses qui, soit parce qu'ils sont comme ça résistantes, soit parce qu'on a eu d'exposition justement à des traitements qu'on a pris pendant 2-3 mois et après on s'est arrêté, etc., deviennent résistantes. Et là, c'est vraiment très difficile à prendre en charge. Jusqu'au présent, il avait des traitements qui étaient très longs. C'était entre 18 et 2 ans de traitement, avec des traitements extrêmement toxiques qui donnaient de la surdité, des décès, des choses qui étaient vraiment très lourdes à porter, avec une mortalité énorme. Et dans les dernières années, il y a des petites avancées sur des traitements qui sont péros, du coup, en comprimé, que c'est déjà bien, et avec des traitements qui sont un petit peu plus réduits dans le temps. Au lieu de 2 ans, un petit peu moins de temps. Et là, on va voir avec un chercheur que la recherche continue d'avancer. Je vous propose de retrouver Olivier Nérol, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse. Et il a également eu un prix Bettencourt-Schuller-Coudelan pour sa recherche dans la tuberculose. Alors, le prix Coup d'élan de la Fondation Bettencourt-Schuller, en fait, a permis de cofinancer une très importante infrastructure au laboratoire, qui est une animalerie de niveau de sécurité 3, et qui nous permet de travailler sur le bacille de la tuberculose en milieu confiné, sur des modèles animaux, et en particulier des modèles de rongeurs. Alors, nos travaux de recherche sur la tuberculose portent sur ce qu'on appelle les interactions hôtes pathogènes, c'est-à-dire que, d'une part, on essaye de comprendre comment le bacille de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, qu'on appelle aussi le bacille de Koch, infecte son hôte et infecte en particulier des cellules immunitaires dans les poumons, qu'on appelle les macrophages. Ces macrophages sont normalement des cellules qui sont chargées de détruire, d'éliminer les pathogènes, les débris, etc. Et le bacille de la tuberculose arrive à parasiter ces cellules. Donc on essaye de comprendre comment cela fonctionne. Et d'autre part, on essaye de comprendre la réaction immunitaire de l'hôte infecté à la bactérie, de sorte à peut-être développer de meilleurs outils pour booster cette immunité et augmenter les défenses de l'hôte. Alors les pistes thérapeutiques et vaccinales, elles sont multiples. On a des pistes évidemment de développement de thérapeutiques, je dirais classiques, c'est-à-dire d'antibiotiques, de nouveaux antibiotiques. Il y en a beaucoup qui sont actuellement en développement préclinique et clinique. Et également des pistes un peu plus originales de thérapeutiques qui vont cibler non pas la bactérie comme font les antibiotiques, mais l'hôte, c'est-à-dire qu'on va booster, stimuler le système immunitaire de l'hôte.
Et puis d'un point de vue vaccinal, bon, pour l'instant, on ne dispose que du vaccin BCG, mais plusieurs nouveaux vaccins sont en cours d'essai préclinique et clinique, et plusieurs d'entre eux donnent des signes très positifs. Et donc, ce sont des vaccins qui sont, ou bien comme le BCG, des vaccins vivants, atténués, ou bien des vaccins qu'on appelle sous-unitaires, c'est-à-dire des protéines ou des vecteurs que l'on injecte pour protéger contre l'infection ultérieure. Docteur, en mars, il y a eu la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Est-ce que c'est très important de sensibiliser le grand public? Oui, c'est très important. En fait, un autre enjeu que je pense que c'est très important de dire, c'est qu'il reste encore une stigmatisation très importante des malades. Une peur. Oui, peur, mais aussi stigmatisation dans le sens où il y a aussi cette notion, notamment en Afrique, que les gens qui sont malades de la tuberculose sont forcément des patients qui ont du sida. Et du coup, ça, on raconte des patients qui sont en choc, qui font une espèce de négation de que la maladie est là, qui ne veulent pas du tout les raconter à leurs proches. Du coup, ça difficulte beaucoup un peu aller chercher les gens qui peuvent être contaminés autour. Et surtout, qui fait qu'ils vivent très mal cette maladie, qu'ils ont une espèce de honte qui n'est pas du tout justifiée. Et parce que la tuberculose, c'est comme n'importe quelle maladie infectieuse et on a des médicaments pour la traiter, etc. Bientôt d'autres vaccins d'ailleurs, comme il y a je disais. des vaccins, j'espère. Du coup, c'est vraiment important de sensibiliser les gens que ça existe toujours, que ça existe un peu partout dans le monde, même si effectivement on a un peu moins de cas dans des pays comme la France, mais qui restent quand même, on voit tous les jours à l'hôpital des cas de tuberculose. Et voilà, je pense que c'est très important parce que si on fait un petit peu de conscientisation globale, je pense que les gens vont vivre mieux leur maladie et on va être capable de traiter plus de monde. Dans le monde, quels sont les continents les plus atteints? Il y a plus de 70% des cas sont dans 10 pays. Et il y a beaucoup de cas, bien sûr, en Inde, en Indonésie, qui sont des pays avec des populations énormes, avec justement beaucoup de gens qui habitent dans la même maison, etc., beaucoup de promiscuité. Et après, en Afrique, c'est surtout Congo, RDC, Nigeria et Afrique du Sud. Et pour ces patients, comme vous disiez, il y a un choc psychologique. Est-ce que vous, à l'hôpital ou dans les autres hôpitaux, il y a cette dimension prise en charge psychologique du patient à prendre, peut-être avec un psychologue, avec d'autres professionnels de santé Nous, on a toujours à disposition dans notre service un psychologue pour... D'ailleurs, n'importe quelle maladie qui se vit mal. Mais bien sûr, on essaye de mettre en place toujours un suivi psychologique si les patients le souhaitent et aussi un appui de tout le personnel. Beaucoup d'informations de comment est-ce que ça se transmet, qu'ils comprennent un petit peu la maladie. Et comme ça, ils comprennent aussi la nécessité de prendre les traitements et que c'est vraiment très important parce que sans traitement, c'est une maladie qui est mortelle. Et du coup, oui, on fait beaucoup de soutien avec nos psychologues pour qu'ils s'accrochent aux soins et qu'ils vivent un peu mieux cette maladie. Vous avez dit que le vaccin, l'efficacité du vaccin est quelque peu affaiblie, du BCG. Est-ce que la recherche se fait au niveau européen, mondial ou français d'abord ? Je pense qu'il y a tous les types de recherches qui existent, mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches internationales et beaucoup d'essais, surtout dans des pays africains, sud-est asiatiques, etc. Et votre hôpital participe aussi à ces recherches? Pas à ma connaissance. Nous, on est plus branchés VIH sur les côtés recherche. Et vous avez des patients qui ont les deux pathologies, qui ont justement, parce que vous disiez tout à l'heure qu'en Afrique, certaines personnes pensaient que d'avoir la tuberculose, ça voulait dire qu'on était infecté par le VIH. Est-ce que, évidemment, ce n'est pas lié, mais est-ce que vous pouvez avoir des patients qui ont justement les deux et ces comorbidités qui sont difficiles à prendre en charge? En fait, oui, parce qu'en fait, on sait bien, comme il a parlé un peu mon collègue, comme le VIH, c'est une maladie qui affaiblit beaucoup le système immunitaire. On a beaucoup plus de risques de développer la maladie que si on n'a aucune pathologie de base. Du coup, il faut savoir quand même que l'estimation qu'on a au niveau actuel, c'est qu'il y a un quart de la population mondiale qui a été infectée par la tuberculose. Ça veut dire qu'ils ont été en contact à un moment donné, mais le système immunitaire est capable de laisser endormir la maladie. Mais qu'après, si on a un problème de défense qui arrive,
en infection VIH, je sais pas, en chimiothérapie, etc., on est plus sensible, on peut développer plus facilement une maladie tuberculeuse. Du coup, c'est vrai que quand on est VIH et on a les défenses du corps qui sont très très basses, on risque de pouvoir développer cette maladie. Là, nous sommes au début de la période des vacances, et qui dit vacances dit aussi migration, tourisme, aller justement dans des endroits qui potentiellement peuvent être dangereux. Quelles sont les recommandations que vous feriez à des personnes qui sont en bonne santé et qui vont dans des foyers potentiels de maladies comme le VIH, la tuberculose et tout ça? Est-ce qu'on peut se protéger? Pour le VIH, c'est clair, c'est préservatif. Voilà. Recommandation totale. Et pour la tuberculose, il n'y a pas de mesures a priori éviter les foules, évidentes parce que c'est une maladie qui n'est pas si facile pour qu'on soit un jour, imaginons, dans un concert ou je sais pas, un rassemblement de n'importe quel type et qu'on est là une petite heure, une demi-heure, c'est quand même rare de pouvoir se contaminer. C'est vraiment, c'est plutôt les foyers, c'est les proches, c'est la famille. Et après, voilà, le travail, si on passe beaucoup d'heures au travail, bien sûr. Du coup, c'est un peu compliqué de faire des préventions comme ça. Bien sûr, c'est toujours pas tousser sur les autres, etc. Ne pas cracher par terre, ça c'est... Voilà, il y a beaucoup de Effectivement, gens qui le font toujours. Voilà. Exactement. Ça, par exemple, oui, effectivement. Mais on ne peut pas faire des grosses... il faut l'hygiène des mains, etc. Essayer d'aérer. Et surtout, je pense que le plus important, c'est si on commence à avoir des symptômes et on a quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas, par exemple, si on part visiter la famille, il y a quelqu'un qui est malade sur place, qui a un tableau respiratoire, c'est important d'être un peu alerte. Nous, si jamais on est malade, de ne pas traîner longtemps, de voir le médecin et l'expliquer qu'on a resté, c'est pas un mois avec beaucoup de familles dans le même endroit. Un peu clos. Le problème, docteur, c'est que c'est un peu les mêmes symptômes que le Covid pour certaines personnes. La toux, le rhume, la fièvre. Donc, comment on peut savoir, voilà, si on va faire un test, par exemple, PCR, on va faire un test antigénique ou un autotest, on se dit, j'ai pas le Covid, et on transmet quand même la maladie si c'est la tuberculose. C'est un des grands problèmes de cette maladie. Mais après, c'est une maladie quand même qui persiste. Je veux dire, un petit rhume, ça passe. C'est rare d'avoir un rhume qui traîne plus de 2 semaines. Quand on passe, on a vu les médecins et les médecins ont fait des tests là et on commence à être vraiment altéré, des sueurs nocturnes, de perte de poids, etc. Là, c'est plus du tout le contexte un peu rhume, le nez un peu bouché, etc. C'est vraiment une maladie c'est vrai que c'est lente, mais qui altère un peu la forme. Et le nombre de cas est en augmentation actuellement? Ouais. Et c'est quoi le test pour savoir que c'est une tuberculose et pas une autre maladie infectieuse? Normalement, on fait, ça dépend un petit peu, comme j'ai dit, il y a la forme pulmonaire qui est la plus fréquente. Après, il faut aller rechercher avec des biopsies, des recherches microbiologiques sur les sites qu'on pense que c'est à temps. Et pour les côtés pulmonaires, c'est les crachats et parfois on fait des fibroscopies bronchiques. On met une petite caméra, on lave un peu et on analyse si on retrouve les bactéries. Enfin, il n'y a pas l'équivalent de l'autotest comme Non. pour la Covid. Non. Et en ce qui concerne cette dernière pandémie, pensez-vous aussi qu'elle va se poursuivre et que le nombre de cas peut continuer à augmenter Du Covid? Oui. À ça, je pense que je ne vais pas parier, parce qu'on s'est tous déjà trompés. Je pense qu'il faut rester très, très vigilante. Et c'est clair que la vaccination a diminué quand même les cas graves, ça c'est clair. Il me semble qu'il y a 5 millions quand même de personnes qui ne sont pas vaccinées en France encore. On trouve pas mal de patients, pour vous dire. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ne veulent pas se faire vacciner. Et il faut continuer à insister parce que c'est clairement, les vaccins ont très bien marché. Ils ont fait que les cas graves, on les voit beaucoup moins à l'hôpital, ça c'est sûr. Ça reste les rhumes, avoir mal à la tête, etc. Mais c'est plus du tout ça qu'on voyait avec des gens intubés, jeunes, qui décédaient. Il nous reste à vous souhaiter de bonnes vacances, très saines. Pas de tuberculose. Très saines. Voilà. Donc, et pour conclure, comment vous voyez évoluer la maladie? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à éradiquer la tuberculose dans le monde?
J'espère que oui. La OMS et le WHO, ils sont quand même... L'Organisation mondiale de la santé, ouais. Et ils sont quand même dit qu'il faudrait l'éradiquer d'ici 2030, je pense. C'est ambitieux, mais je pense qu'il faut continuer à faire beaucoup d'efforts pour l'éradiquer, effectivement. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Alicia Castro-Gordon. Merci, Bernard. Et à bientôt pour un prochain Santé Plus.